Bonjour, Michael, comment tu souhaites qu'on t'appelle? Ngande Ngandui, Ngande ou Michael Ngande Ngandui? Bonjour à vous. Tout ça, c'est à vous de voir. Michael Ngade Ngadjui, Michael Ngade Ngadjui, Michael Ngade, tout ça, c'est la même personne. Alors, le Cameroun a découvert un rock dans sa défense à un moment. Personne ne sait d'où est parti Michael Ngande Ngandui. Est-ce que tu peux dire aux Camerounais quel était ton parcours depuis le début? Bon, c'est vrai que j'ai pas un parcours atypique tel que beaucoup de footballeurs au Cameroun ou bien camerounais. Mon parcours il est un peu spécial et un peu extraordinaire si je dirais, parce que je pars de Marois, ma ville natale, ma ville qui m'a vu grandir. J'ai fait mes classes primaires et secondaires à Marois. J'ai commencé à jouer au football après le décès de mon papa quand j'avais 10 ans je crois. J'ai intégré l'équipe de Diable Rouge de Marois quand je faisais seconde, je ne me rappelle plus de l'année, mais on jouait la deuxième division, elle était encore régionale si je ne me trompe pas. Après, nous avons gagné, voilà, nous avons été champions, nous devions partir jouer les Interpol à Ibolova. En 2007. Justement, c'était en Kovos, mais j'ai été interdit par ma maman et mon oncle, mon tuteur. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas partir parce que je devais rester là pour fréquenter et tout. Bon, l'année d'après, j'ai joué la deuxième division, c'était déjà zonal, donc c'était reparti en 3 zones, tu vois, l'élite tout. Puis j'ai arrêté. Donc je me suis concentré sur mes études. J'ai eu le bac, j'ai eu le baccalauréat, je suis venu à Yaoundé. J'ai intégré le canon avec qui j'ai fait 3 semaines de préparation. Et Dieu merci, je faisais les cours de langue à côté. J'ai déposé les dossiers, j'ai fait la demande de visa pour l'Allemagne pour aller continuer à fréquenter. Et mon visa il est sorti, donc j'ai voyagé, c'est comme ça, j'arrive en Allemagne, j'intègre un club de 9e division en 2010, en Allemagne, Kirche 2. Après l'année qui suit, je vais à Sandhausen, 8e division, j'étais à la réserve. Et en 2012, je crois bien, je vais à Nuremberg, à la réserve de Nuremberg qui jouait à la Bundesliga. La réserve était en 4e division, donc j'y passe 2 saisons. En 2014, je vais par l'intermédiaire d'un contact à moi dont je salue ici Raymond Mayer. Je vais en Roumanie, je me propose d'aller en Roumanie en première division. Voilà, c'est comme ça que j'atterris en Roumanie, ne sachant rien du championnat roumain, rien de l'équipe dans laquelle j'y allais. J'y passe 2 belles saisons, je dirais peut-être que ce sont les plus belles saisons, de ma carrière. Un club que j'ai tellement aimé, un club qui m'a beaucoup aimé, qui m'a tout donné, le FC Botoșani. Puis je suis transféré au Slavia Prague pour 500 000 € en 2016, je crois, en juin 2016, voilà. Voilà, et quelques mois plus tard, c'est comme ça que j'intègre la sélection nationale. Pour compléter, tu t'en vas en Allemagne pour faire des études d'ingénierie. Tout à fait, voilà, parce que je demande un visa étudiant pour l'Allemagne. J'ai eu le baccalauréat à Marois, comme je le disais, un baccalauréat D. J'ai eu le probatoire D en 2008, j'ai eu le baccalauréat D en 2009. Et puis en 2010, je fais les cours de langue en 2009 en Allemagne, à Yaoundé, à l'Institut Goethe, jusqu'en 2010. Après, je fais la demande de visa pour étudier en Allemagne. Alors j'obtiens un visa, je vais en Allemagne en 2010. Et là-bas, il faut continuer avec les cours de langue jusqu'à l'obtention d'un diplôme linguistique qu'on appelle le DSA, je crois. Ouais. Et c'est ce qui te permet d'entrer dans les universités. Bon. Après, j'ai fait, quand je suis allé à Sandhausen, je me suis inscrit c'était une filière informatique, le nom m'échappe un peu. Information technique, voilà, la technique de l'information, justement. J'ai fait un semestre j'allais à l'école normalement, parce que dans le club où j'étais, je m'entraînais 3 fois la semaine, le mardi, le jeudi et le vendredi, et le dimanche on avait match. On s'entraînait toujours en soirée, donc
Les matins avant d'aller à l'école, je sortais à 5 heures, j'allais courir un peu, je revenais, je m'apprêtais, j'allais à l'école, je rentrais à 15 heures. Le soir, j'allais à l'école. Bon, j'ai fait un semestre. Après quoi, j'ai été transféré à Nuremberg. Là, ça devient déjà un peu compliqué avec l'école de football parce que c'était semi-professionnel déjà. Ça devenait compliqué d'assimiler école, football. Parfois, on s'entraînait les matins, parfois c'était les soirs. À l'école, on finissait parfois à 17 h. Il fallait commencer les matins et tout. Donc, c'était tellement compliqué qu'il a fallu que je fasse un choix. Ce qui n'a pas été facile à assimiler pour ma maman. Elle n'a pas pris ça elle n'a pas du tout apprécié le choix que j'avais fait. Mais j'avais mes raisons, j'avais mes motivations. J'ai choisi le football. Bon, aujourd'hui, si c'est le bon choix ou pas, je crois que j'ai quand même fait le bon choix si je ne me trompe pas. Alors, l'histoire aboutit donc à un appel à l'équipe nationale. Comment ça se passe l'appel, le premier jour? Comment vous avez le contact avec l'équipe nationale? Alors, comment j'ai le contact? Honnêtement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je crois que c'est par l'intermédiaire c'est Chami Alphonse qui m'appelle. Il me dit que bon, on lui a parlé de moi et tout. Un ami à lui a parlé de moi et qu'apparemment je serais bon joueur et tout. Je venais de signer au Slavia Prague. Ça a fait beaucoup de tollé dans les médias et tout ça. Donc il m'appelle un soir. Il me dit voilà, j'ai eu ton dossier, un ami à moi m'a parlé de toi et tout. Et que je viens d'en parler au coach. On a essayé de visionner, on a visionné tes vidéos, on s'est informé sur toi. Le coach il a apprécié ton profil et il va t'appeler. J'ai dit ok, là je croyais encore que c'était de la blague. Bon, j'y croyais pas en fait. Donc un bon soir, j'étais à la mise au vert avec le Slavia Prague. On devait jouer un match le lendemain. À l'hôtel, un numéro m'appelle. Je décroche et il me dit bonsoir. Je dis bonsoir. Il me dit c'est Michael. Je dis oui, c'est Michael. Il me dit ok, c'est Hugo Broos. Alors là, j'en revenais pas. Il me dit c'est Hugo Broos. Je dis ah ok coach, bonsoir. Il me dit bonsoir. Après, j'étais tellement ému, j'étais ébahi, j'étais surpris parce que c'était un rêve de jouer pour sa sélection. Et c'est pourquoi j'ai toujours rêvé, j'en ai toujours rêvé depuis tout jeune. Il me dit est-ce que ça t'intéresserait de jouer pour l'équipe nationale? J'ai dit bien sûr coach, c'est un rêve, ce serait un plaisir pour moi et tout. Il me dit d'accord. Alors je viendrai voir un de tes matchs avec le Slavia Prague, je viendrai à telle date, vous jouerez contre telle équipe, donc je viendrai voir le match. J'ai dit ok coach, pas de problème. Alors là, après avoir recraché, je ne sais pas si j'ai passé cette nuit, je ne sais pas si j'ai dormi ou pas, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'étais tellement content, j'étais trop ému. Je l'ai raconté à ma famille et tout le monde était content. Mais la petite histoire, c'est que le match en question où il devait venir voir, alors j'informe mon entraîneur en club naturellement, que voilà, mon coach, mon sélectionneur m'a appelé et tout. Il m'a dit qu'il viendra voir tel match, tout ça. Il me dit ah ok, je suis content pour toi et tout ça, vraiment c'est une bonne chose et tout. Mais le match en question, il ne me met pas au stade. Il m'a dit non, tu vas jouer, t'inquiète, tout est ok, tout ça. 2 jours avant le match, je le lui rappelle encore. Il me dit non, t'inquiète et tout, ça va, tu vas jouer, tout ça. Le jour du match, réunion technique et tout ça, réunion tactique, il fait le classement, il ne me met pas au stade. Et pourquoi? Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. J'étais choqué, j'ai dit ok. Moi je suis un garçon calme, je ne parle pas beaucoup, je ne parle même pas. S'il a fait ça, il avait certainement ses raisons que j'ignore. Je ne suis pas allé vers lui pour les lui demander. Alors je me dis ok, au courant du match, il va me faire rentrer, ne serait-ce que pour 5-15 minutes et tout. Et même là, il ne le fait pas. Pourtant, on menait, je crois, 3-0. Il ne me fait pas rentrer. Donc tous les matchs, j'étais au banc. Tu regardais les gradins quand même? Tu avais vu Bobo? Il était là, ce qui était sûr, il était là. Mais je n'avais pas vu, mais il était là, vu que le stade est tellement grand et tout ça, mais il était là. Alors, le match fini, je vais dans les vestiaires, je me lave, je rentre. Hugo Broos m'appelle, il me dit qu'est-ce qui s'est passé, Michael? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas fait jouer et tout. Il me dit, ok, t'inquiète pas, je vais visionner tes vidéos, mais te rassure-toi, tu seras à la prochaine sélection, je vais t'appeler. J'ai dit, ok, merci coach. Le lendemain, je vois mon entraîneur. Moi, je le salue normalement. Je ne lui demande pas, je ne lui dis rien et tout. Il attendait que je vienne vers lui demander mais pourquoi tu ne m'as pas fait jouer? Mais moi, je ne l'ai pas fait.
Parce que et là, je joue aussi sur sa psychologie à lui. Donc après les entraînements, il m'appelle dans son bureau, tout. Il me dit, ça va? Je dis, ouais, je vais bien. Il attend, je lui demande pourquoi tu ne m'as pas fait jouer. Je ne lui parle pas. Après, il me dit, ton coach, il était là hier? J'ai dit, je ne sais pas. Il me dit, ok, tu es en forme? Je dis, ouais, je vais bien. Après, il me dit, le prochain match, tu vas jouer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Après, je lui dis, c'est tout. Il me dit, ouais, là, je sors du bureau. Donc, je sais qu'il a su qu'il y avait quelque chose, mais je ne lui ai pas parlé. Donc, c'est comme ça. Puis après, sélection, j'ai été appelé. C'était Cameroun-Gambie, je crois. Oui. Cameroun-Gambie. Raconte-nous ce premier contact avec les Lions. Alors, là c'est bon, déjà j'allais dans une équipe où je connaissais personne. Je crois que le seul joueur que je connaissais c'était Faye Collins parce que lui et moi on avait déjà eu à jouer en Roumanie ensemble. Donc c'est le seul que je connaissais dans le groupe. Il y avait plein de nouveaux joueurs. Il y avait, je crois, Arnaud Djoum, Mbaizo, Olivier, Ndip També, Faye Collins, il revenait de sélection parce que, ouais, donc nous étions nombreux. Il y avait beaucoup de joueurs de l'Union de Douala et beaucoup de locaux, si je ne me trompe pas, parce que le match, on était déjà qualifié. Mais c'était un groupe tellement rajeuni. Donc nous nous trouvions entre nous, c'était presque, je dirais, la même génération et tout ça. Il y avait certains anciens, Mukanjo, Ambroise, Ondoa et tout ça. Le bizutage, bon, c'est quelque chose auquel moi j'avais jamais eu à faire un bizutage. Même en club? Même en club, non, je fais pas ça. Donc à l'équipe nationale, il fallait le faire. On l'a fait, je crois, le stage c'était à Bancomo, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était à Bancomo le stage. Donc c'était pas facile le bizutage. Ça consistait à quoi? C'était pas facile. Alors j'avais apprêté une chanson de Magic System, chanteur ivoirien, mais à quelques minutes du bizutage, ils me disent non, tu dois chanter une chanson camerounaise, que c'est pas les chansons étrangères sont pas permises. J'ai dit non, il me dit oui, chanson camerounaise. Alors j'étais perdu, j'avais aucune chanson qui me venait en tête, je ne savais pas quoi chanter, mais je suis passé en deux phases parce qu'à Bancomo, je me suis juste présenté, tu te présentes, ils vont te charrier, ils vont te poser des questions, ils vont te taquiner et tout ça. Mais c'est quelque chose de... Je suis un garçon, à la base je ne parle pas beaucoup, mais en plus devant les gens comme ça, c'était difficile. Bon, pas difficile, mais on a un peu cette honte là. Tu vois, c'est devant tout le monde qui te regarde et qui attend de toi des réponses et tout. Bon, j'ai répondu aux questions dont je pouvais répondre. Le bizutage, il fallait chanter. Je crois que c'est à Limbe que je l'ai fait. J'ai chanté, je crois que c'était Prince Aimé, Viviane. Voilà, tu te rappelles la chanson? Ouais, bien sûr. Là, c'est Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Ouais, pourquoi cette chanson? Non, en fait, c'est parce que les paroles, elles sont faciles. Et elles sont facilement mémorisables. Ça, je l'avais déjà en tête depuis, donc il fallait plus trop chercher. Rien à voir avec une expérience? Non, pas du tout. Il fallait trouver une chanson donc, que tout le monde pouvait aimer, tout le monde connaissait la chanson. Donc quand je l'ai entonnée, ils ont toutefois repris, ils m'ont accompagné, du coup c'était facile. Et ça c'était avant. Maintenant tu es champion d'Afrique, on peut revenir sur la chanson ivoirienne. Ouais. Là c'était, je crois c'était Fifi. C'est Magic System? Non. Attends, c'est Petit Yodé, si je ne me trompe pas. C'est... attends. Nous sommes connus quand nous étions tout petits. Depuis cette époque, on a grandi ensemble. On a décidé de chanter. C'est dans chanter là, on est allé en France. Logé à l'hôtel, Fifi. C'est un truc comme ça en tout cas. Ouais. Okay, quand on fait un si bon bizutage, c'est bien, ça casse. Tout à fait. Voilà, l'ambiance est exceptionnelle. Voilà, là tu es reçu dans le groupe, là tu fais partie de la famille déjà. Ouais. Bon, honnêtement, je garde que des très bons souvenirs. Moi déjà, il faut dire, quand j'arrive à l'équipe nationale, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux.
je sais que je ne suis pas arrivé par les moyens farfelus. Je sais que c'est mes qualités qui m'ont amené là. Donc, j'avais pas cette frousse-là, j'avais pas cette peur-là que beaucoup de joueurs, je le dirais, beaucoup de joueurs ont souvent cela, ils ont souvent cette peur-là où l'équipe nationale, le maillot pèse et tout. Pourtant, le football qu'on joue en sélection, c'est le même football que vous jouez en club. D'autres diront, ouais, c'est l'équipe nationale, les Camerounais et tout. Mais moi, je dis, ce match, je l'ai joué comme si je jouais en club. Parce que moi, dans mon rôle de défenseur, je suis quelqu'un qui aime organiser en défense, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'aime positionner, j'aime placer. Donc, du coup, ce que je faisais en club, c'est la même chose que je faisais en sélection. Alors, l'entraîneur, il était tellement surpris. C'est l'entraîneur des gardiens qui me l'a dit le lendemain, l'après-match. Il m'a dit, c'est incroyable que l'entraîneur n'a cessé de parler de toi à la réunion. Je dis pourquoi? Il me dit, mais parce que on ne dirait pas que tu es nouveau à l'équipe nationale. La façon dont tu parlais, il m'arrivait parfois de gronder même sur les joueurs qui étaient déjà plus anciens que moi. Je parle par exemple d'Ambroise et tout. Parfois, quand il fallait le repositionner, quand il fallait le rappeler à l'ordre et tout, il m'arrivait de crier sur les joueurs qui étaient déjà là depuis. Donc, du coup, l'entraîneur, lui voyait ça autrement. Pour moi, c'était normal. Mais lui se disait, putain, un nouveau, il vient d'arriver, c'est son premier match en sélection, et puis il parle déjà, il positionne, il fait tout, on dirait un leader et tout. Donc c'est comme ça, le match il s'est très bien passé, j'ai pas mal joué, j'étais avec, je crois, Adolphe, ouais. On a gagné 2-0, et le match d'après, je crois, c'était avec GT, si je ne me trompe pas, Mohamed. Là aussi, c'était contre le Gabon, ça s'est pas mal passé. On a très bien joué. Donc voilà, de là, je suis parti. Bon, c'est vrai que dans ma tête, je savais que j'ai bien joué, mais si je ne pensais pas que j'allais revenir. Ça, bon, pas que je ne le pensais pas. Je sais que j'avais très bien joué, mais sachant que derrière, il y avait des joueurs comme Koulou, Aurélien, qui avaient été mis de côté juste pour se reposer. Donc je me disais, ça allait être compliqué. Il y avait Stéphane, il y avait Koulou, il y avait Aurélien, il y avait tous ces grands noms là qu'on connaît. Donc je me suis dit, ok, si je sais que j'ai fait mon travail, s'il me rappelle, c'est bien. S'il ne me rappelle pas, tant mieux, au moins j'aurais montré de quoi je suis capable. Dans cette défense centrale des Lions Indomptables, quand vous arrivez, je vais vous citer quelques noms, Aoudou Ibrahim, Koundé Emmanuel, Rigobertson, Dia René. Vous pensez à tous ceux-là qui sont passés. Le maillot, il devient lourd ou pas en ce moment? Quel est votre modèle chez tous ces anciens? Je ne pense à personne du tout. Honnêtement, je ne pense à personne. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le maillot. Chacun vient, il fait de son temps. Parce que la défense de l'équipe nationale des Lions a quand même une histoire. Ouais. Il faut être un vrai rock. Ouais, ça c'est vrai. Il faut être un vrai rock pour jouer à cette défense-là. Mais comme je dis, je pense à personne. Chacun vient, il fait son histoire. Chacun vient, il fait son temps. J'y suis arrivé. J'ai porté le maillot. Je savais que bon, le Camerounais, le football, c'est une religion. Il ne faut juste pas blaguer avec cela. J'ai à quelques fois été moi-même supporter. Donc la place, cette place-là, on ne badine pas avec. Mais faut savoir que les Camerounais sont trop exigeants. C'est cela ma motivation quand je porte le maillot du Cameroun. Ouais, de connaître que les Camerounais ils sont si exigeants, il faut parfois se transcender pour pouvoir les rendre satisfaction. Donc c'est tout ceci, c'est tout cela qui me donne à moi cette motivation-là de toujours jouer avec hargne, avec rigueur comme je le fais à chaque fois. Alors arrive cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations de 2017 où personne ne vous attendait. Il y a beaucoup de défections chez les Lions Indomptables du Cameroun. Vous êtes appelés, vous êtes dans le groupe. Est-ce que vous avez eu un temps l'impression d'être des seconds choix, d'être des choix par défaut? Non, moi personnellement non. Vu que moi personnellement non, j'ai pas eu cette impression-là d'être un second choix, étant donné que
Après, ma première sélection, elle a été en septembre, je crois. Après cela, nous avons joué contre l'Algérie. C'était l'Algérie. Oui, l'Algérie, en Algérie, où nous avons fait 1-1. Après, on a joué contre la Zambie à Limbé. Ouais, on a fait, je crois, 1-1 aussi, justement. Donc, en janvier, quand on m'appelle, c'était juste une continuité. Voilà, une continuité ou une continuation. En confiance qu'il faut aller aider l'attaque. Toi, déjà titulaire, il faut aller aider l'attaque et tu penses au but. Bon, aller aider l'attaque, vous parlez du but de la Guinée et tout ça, contre la Guinée. Bien sûr. On est en difficulté en même temps. On est en difficulté, c'est vrai. Nous revenions de loin, ça c'est vrai aussi. Parce que quand on prend ce but contre la Guinée, à la mi-temps on est mené 1-0. Alors l'entraîneur, je ne l'avais jamais vu dans cette colère-là, je ne l'avais jamais vu ainsi. Il a tellement crié sur nous, il a bavardé, il a grondé. Honnêtement, je ne l'avais jamais vu. Et à le voir, on ne dirait pas c'est quelqu'un qui bavarde, qui parle beaucoup ou bien qui crie sur les joueurs. Mais ce jour, il nous a remis à notre place. Il nous a fait, oh là là, j'aimerais plus vivre cela. Mais ça, comme ça nous a boosté, ça nous a donné une certaine motivation. Quand nous sommes entrés sur le terrain, je crois que le jeu il a changé. Et en plus, moi, j'ai été un peu avancé. Parce que Nico, il est entré, je crois, j'ai été avancé en milieu de terrain. Au Slavia, je jouais déjà en milieu de terrain, donc parfois je me retrouvais aux avant-postes et tout ça. Bon, sur le but, je me suis retrouvé devant. J'étais au bon endroit au bon moment. Bassogog, il m'a donné ce cadeau-là. Je n'ai pas réfléchi. Nous étions à la 60 quelque chose, 76e, si je ne me trompe pas. S'il y avait ça à faire, parce que si je prenais le contrôle, le ballon il était tellement bien placé que je n'avais que ça à faire. Donc je l'ai frappé. Dieu merci, c'est vrai, je l'ai bien prise. Dieu merci, elle est entrée. Et voilà, je crois que c'est cette victoire-là qui nous a donné encore la chance d'espérer passer au second tour. Donc, voilà. Plus la compétition avançait, plus vous avez gagné en confiance. Tout à fait. On a retrouvé des lions qui avaient faim sur le terrain. Tout à fait. C'est quoi la force de cette équipe que personne n'attendait à pareille fête? Je pense que le fait que bon nombre de Camerounais avaient déjà misé sur notre échec était notre motivation. Nous avions fait une très belle préparation. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut le rappeler. La préparation que nous avions faite physiquement avec le coach Hugues Brosse n'était pas n'importe quelle préparation. Elle nous a tellement aidés. Et je crois que physiquement, nous étions la meilleure équipe même là-bas dans cette compétition. Ça s'est vu contre le Sénégal, ça s'est vu même en finale contre les Égyptiens. Alors cela déjà, c'était déjà un plus pour nous. Alors à cela s'ajoutait le fait que le groupe était tellement bien soudé. Pour la plupart, nous étions une équipe, je veux dire, composée en 80% des joueurs d'une même génération. Des joueurs d'une même... beaucoup se retrouvaient, beaucoup étaient des copains, beaucoup sortaient, je crois, de jouer ensemble. Donc la solidarité qu'il y avait là, c'était notre arme fatale. Nous étions tellement unis, nous pouvions nous retrouver parfois à discuter des problèmes des primes à 3 h du matin à la veille des matchs. À la veille des matchs. Des primes? Oui, des problèmes des primes. Il est arrivé. Encore des problèmes. Tout à fait. Il y a toujours eu. Celui qui vous dit le contraire vous a menti. Il y a toujours eu. Alors depuis que je suis là, je me rappelle avant le match contre le Ghana, on était en train de discuter des problèmes des primes jusqu'à 3 h du matin, un truc comme ça, 2 h, 3 h. Mais après, on se dit ok, c'est bon, le problème des primes on oublie. Demain, c'est le match, il faut aller jouer. Qu'on a discuté, c'est bon, mais demain au stade, allez, on doit jouer, on donne tout. Alors c'est ça, et même ça se voyait, même ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient sur le banc, alors c'était tous comme une personne. Tout le monde était content. Quand on marquait, c'est tout le monde qui jubilait. Quand on faisait, c'est tout le monde qui était là. Par contre, ailleurs, c'est pas ça qu'on voit. Dans d'autres équipes, c'est pas le cas. Parfois, quand vous marquez, même celui qui est sur le banc, il n'est pas trop content. Il y a parfois de l'hypocrisie, il peut jubiler, mais laissez-moi vous dire que honnêtement, c'était tout le monde qui était là. Nous étions tous unis.
c'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui nous a poussés, c'est ce qui nous a fait avancer. Il y avait deux cadres qui avaient été poussés sur le banc de touche. Nicolas Nkoulou, dont vous avez en quelque sorte pris la place, et puis on va dire Aboubakar Vincent qui rentrait en jeu. Comment est-ce que Nico, par exemple, vivait le fait d'être sur le banc de touche? C'est un très grand professionnel. Honnêtement, je ne sais pas si à sa place, si ça aurait été quelqu'un d'autre, je ne sais pas si la personne n'aurait pas essayé de pourrir le groupe. Mais Nico, je me rappelle encore, à chaque fois il nous encourageait. C'est lui, il venait nous saluer, il venait nous dire voilà, faites comme ça, Adolphe et moi, il nous donnait des conseils, faites comme ça, faites comme ça. Et je me rappelle de la finale, quand il est entré, je ne sais pas sur quoi il s'est basé, je ne sais pas s'il est divin, mais il nous a dit les gars, ce match on va le gagner. Il nous a dit avec certitude, et je crois que je le revois encore ces images, même à la mi-temps on était mené 1-0. Il nous a dit les gars, ne tremblez pas, je vous dis, je vous rassure, ce match on va le gagner. Que jouons notre football, restons concentrés, mais ce match on va le gagner. Donc et tout, quand Nico il parle des trucs comme ça, c'est un aîné, c'est un grand frère et tout, ça ne peut que nous booster, ça ne peut que nous motiver. En plus avec sa présence au stade et tout, ça nous a encore donné ce souffle nouveau là. Et voilà, le but qu'il a mis, je comprends tout de suite que voilà, il était dedans, il était à fond là-dedans dès le début. C'est comme ça, on prend la finale. Mais il n'a pas, honnêtement, c'est un très grand professionnel. Il est resté calme, il est resté zen, il s'est entraîné normalement, il rigolait avec tout le monde. Quand il y avait des blagues à table et tout, il était très normal. Donc il n'a pas à un moment donné essayé de pourrir l'ambiance du groupe ou bien essayer d'être mécontent de telle ou de telle situation. Pareil pour Aboubakar Vincent. Donc, personne, tous étaient à fond derrière nous, comme je vous dis. Tous étaient à fond derrière nous. Alors, être en sélection nationale du Cameroun, c'est une chose. Devenir champion d'Afrique, c'est une autre. Comment on vit un sac comme ça que personne n'a? Ça, je ne sais pas si je peux le décrire, parce que c'est quelque chose qui ne se décrit pas. Normalement, ça se vit. Je me rappelle, moi, des épopées 2000-2002, quand le Cameroun gagnait la Coupe d'Afrique au Sénégal, je crois, et au Mali, au Nigeria. Voilà. Moi, étant enfant, en 2000, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. Moi, étant enfant, je prenais mon vélo, j'attachais alors une vieille mamie de ma maman, là, et puis je pédalais sur des kilomètres parce que j'étais tellement content. Donc, savoir que je fais partie de ceux-là qui ont également contribué à ce sacre-là, j'en revenais pas. J'en revenais pas à penser que tous ces Camerounais-là qui étaient dehors, qui étaient contents, qui étaient émus et tout ça, j'en revenais pas. Alors ça m'a encore beaucoup plus marqué, ça m'a encore beaucoup plus ému quand nous sommes arrivés à Simalène. Tout le parcours de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, tous les Camerounais étaient dehors. C'était un embouteillage. Alors on a fait, je crois, presque 5 heures de temps pour arriver à l'hôtel. C'était un embouteillage, c'était un embouteillage humain, comme vous dites. Je vois encore ces images-là en moi. C'est quelque chose d'exceptionnel, d'inoubliable. Ça marque la carrière, je crois, ce sont les moments. Parfois, je me suis resté dans le bus, j'ai coulé les larmes. Je me rappelle encore du garçon que j'étais qui courait dans les rues de Marois et tout ça. Et savoir que tu donnes cette joie-là aux Camerounais et tout, on ne peut que dire merci à Dieu. La qualification ici a plutôt été, on va dire, presque un échec. Ouais, cette canne a été un échec. Pourtant, nous avions tout le potentiel que nous n'avions pas en 2017. Techniquement parlant, individuellement, l'équipe de 2019 était meilleure que l'équipe de 2017. Mais je ne sais pas où était le déclic. L'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est clair, ne pouvait plus être le même. Ça, c'est clair, ça pouvait plus être. Bien que parfois on a essayé de parler, de motiver, de booster, de faire tout, mais
ça pouvait pas être pareil, c'était pas pareil. En 2017, c'était naturel. C'était nous tous là, on n'avait pas besoin de se parler beaucoup bien. Mais là, on sentait que voilà, il fallait forcer les choses, il fallait beaucoup communiquer, il fallait parfois il fallait rappeler à l'autre et tout. Voilà, l'état d'esprit n'était pas le même. Est-ce que le match contre le Nigeria n'était pas le déclic? On a été mené, on est revenu rapidement, on a mené à la mi-temps. Est-ce que, comme c'était le Nigeria, on connaît bien la difficulté ou bien l'adversité qu'il y a entre Cameroun et Nigeria? Est-ce qu'on n'a pas trop jubilé le fait de les mener à la mi-temps? Non, les mener à la mi-temps, pour moi, c'était plutôt une très bonne chose. Revenir là au score et puis les mener. Honnêtement, moi j'étais sûr que le match on l'emportait. Au pire des cas, on allait aux prolongations peut-être. Mais nous avons pris 2 buts en l'espace de, je crois, 10 minutes. Voilà, on a pris 2 buts. Je crois que c'était peut-être le manque de concentration, ou bien il y avait un petit relâchement, ou alors c'était peut-être les changements qui ont été faits qui ne devraient pas être faits. Mais je ne vais pas rejeter la faute sur qui que ce soit, ni même sur l'entraîneur, parce que ce n'est pas l'entraîneur qui joue, c'est nous qui jouons. C'est nous qui avions merdé. On n'a pas su se contenir. Je crois à ce stade-là, 2 contre 1, on ne doit plus chercher à trop attaquer, on ne doit plus chercher à jouer de l'assurance et exploiter les contre-attaques, chose que nous n'avons pas fait. C'est cela qui nous a manqué aussi. Cameroun organise la prochaine CAN ici. Cameroun organise la prochaine CAN ici. Qu'est-ce qu'il faut, à ton avis, pour triompher sur terre? Alors, dans un premier temps, il faut de très bons joueurs, des joueurs compétitifs. Ça, c'est primordial. À cela s'ajoute une très bonne préparation. Quand je dis préparation, elle ne doit pas seulement être physique ou bien sportive. Préparation, c'est aussi mental. Préparation, c'est aussi éviter tous ces débats avec les histoires des primes par-ci, des primes par-là. Ce sont des choses normalement qui doivent être réglées bien avant, longtemps avant même le début des compétitions. Parce que si on doit se retrouver à chaque fois à la veille des compétitions avec des personnes mécontentes, avec des joueurs qui ne sont pas contents, parce que ce qui n'a pas été dit, c'est que en 2019, nous sommes allés en Égypte. Je crois que nous étions la dernière équipe à arriver en Égypte, si je ne me trompe pas, parce que les joueurs étaient déterminés à ne pas partir. Moi, je me rappelle d'une réunion, je dormais à 1h du matin, on m'a réveillé qu'il y a réunion au ministère. À 1h du matin. Donc, nous y sommes restés jusqu'à 5h. Donc, vous vous rendez compte, de 1h jusqu'à 5h, vous deviez vous asseoir pour parler des histoires des primes, des choses qui devraient normalement être réglées avant. Parce que bien avant la Coupe d'Afrique, le capitaine, l'entraîneur, ils ont tous saisi, que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, je crois, 6 mois avant, ou 3 mois avant, je crois, ils ont envoyé les trucs. Mais on vient vous répondre 2 jours avant le départ, c'est là on vient vous répondre. Donc 3 mois avant, on saisit les gens, c'est 2 jours avant qu'on vient vous répondre. Et là, ils nous disent, vous allez partir. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc en 2019, je crois que si tous ces problèmes-là sont réglés, une bonne préparation, des joueurs très compétitifs, des très bonnes installations, ça nous les avons déjà. Et ce qui nous boostera, ce qui nous permettra de garder ce trophée, et j'en suis sûr, nous le garderons ici, c'est le public camerounais. Parce que nous jouons chez nous, on sait ce que c'est quand le Cameroun joue à domicile. Ils nous poussent, ils vont nous motiver, ils vont nous booster, ils vont nous apporter cette confiance-là. Et ça va nous permettre de venir à bout des équipes ici. Michael, lors de l'intersaison, on t'a annoncé un peu partout. Tu as jusqu'ici connu une carrière plutôt satisfaisante. On t'a annoncé particulièrement en Angleterre. Est-ce que tu as passé des tests en Angleterre? Alors, Intersaison passée. Oui, intersaison passée, ouais. Non, j'ai pas passé les tests. Je suis arrivé en Angleterre, c'est vrai, mais je suis arrivé le dernier jour du mercato. J'étais aux entraînements, on était au Portugal, je crois, avec le Slavia. On m'appelle, le directeur sportif appelle, il dit, oh Michael, tu peux voyager. J'étais à l'entraînement, il me dit, Michael, tu peux partir. Je dis, comment? Il me dit, ouais, tu peux partir en Angleterre, il y a un vol à 12h.
C'est comme ça, je fais mes choses et tout, je me rends en Angleterre. J'arrive à 15h30 pour les discussions, les tests et tout. Avec le club? À Fulham, ouais, Fulham. Donc j'arrive à 15h30, ils me reçoivent à 21h avec mon agent et tout. Tellement j'étais déjà impatient, j'étais déjà mécontent. Je leur ai dit, vous savez, moi, ça va pas, nous on rentre parce que c'est d'abord un manque de respect. C'est pas sérieux. Je peux pas arriver à 15h30 et puis c'est à 21h qu'on vient me recevoir et tout. Et en plus c'est pour parler pour se mettre à discuter des histoires, des contrats et tout, des choses qui auraient dû être faites depuis. Donc il me reçoit à 21h, on s'assoit, il faut discuter, il faut trouver un compromis et tout. On n'y parvient pas. Donc il voulait que j'aille faire le test, j'ai dit non, on ne se fait pas comme ça, il faut d'abord parler et tout. Donc on est resté là jusqu'à 23h, je crois, parce qu'en Angleterre, quand il est 23h en Angleterre, il est minuit ailleurs et tout, et ça ferme à 23h. Donc nous y sommes restés là, on a discuté pendant des heures et tout. On n'a pas trouvé un terrain d'entente. Bon, 23h, ils ont dit ok, c'est bon. C'était quoi la pomme de discorde? Le temps à passer dans le club, le montant du transfert? Le montant du transfert devait être résolu entre Fulham et le Slavia. Là, ça ne me regardait pas. Maintenant, c'était les clauses de mon contrat qui étaient le problème. Ça ne m'arrangeait pas, moi. Ça n'arrangeait pas également mes agents, ce qu'ils proposaient. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas l'accepter. Je suis parti. La Gantoise. Est-ce que vous étiez meilleur? Oui, déjà ce qu'on me donnait à Fulham, c'est pas ce que moi j'avais au Slavia Prague. Donc je ne voyais pas les c'est pas parce que c'est l'Angleterre. C'est vrai, c'est l'Angleterre. Mais quand déjà tu sais que tu vas dans un championnat où tu vas jouer contre un joueur qui a, disons, qui a 300 000 la semaine, toi tu as des trucs. Tu n'as pas un dixième de cela, mais c'est mentalement déjà tu peux pas être performant. Donc ce qu'il me donnait, honnêtement, je ne l'ai jamais dit, mais ce qu'il me donnait à Fulham, ce qu'il me proposait toujours moins, c'est pas ce que j'avais au Slavia Prague. Donc c'était tellement moins et je ne vois pas pourquoi est-ce que je partirais. C'est vrai que c'est pas l'argent que je visais. L'Angleterre, ça a été, j'ai toujours voulu jouer en Angleterre, mais quelque part on a beau dire c'est pas l'argent et tout, mais ça compte quand même. Ouais. Donc je suis pas parti et je regrette pas du tout. J'ai passé une très belle fin de saison avec le Slavia. On est allé en Europa League, on a battu Genk, Séville, Chelsea. On a été champion, vainqueur de la coupe. Donc après la Gantoise c'est venu. Ouais. Comment tu juges ton parcours là-bas jusqu'à présent? C'est un cran au-dessus de Slavia? C'est une marche au-dessus de Slavia? La Gantoise? Oui. Footballistiquement parlant, je dirais oui. Oui. Footballistiquement parlant, sans toutefois vouloir dénigrer le Slavia ou manquer de respect à quoi que ce soit. En termes, en ce qui concerne les qualités footballistiques, la Gantoise c'est un cran au-dessus du Slavia Prague. C'est vrai, le Slavia, on jouait avec, c'était de l'amour, c'était de la hargne, c'est le cœur qui nous faisait jouer là-bas. On perdait, c'était difficile. Mais la Gantoise, c'est plus football, c'est beau à voir, ça joue, on marque à chaque match et tout. Donc, on peut qu'être heureux d'être là-bas. En attendant, peut-être, rapidement qu'on évoque les jardins. Est-ce que tu es marié? Non, pas encore. Des enfants? Un fils, ouais. Et c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'un footballeur comme toi, qui a presque tout dans la vie, pourquoi est-ce que tu n'es pas encore marié? Chaque chose est faite à son temps. Je suis du genre à ne pas apprendre de mon temps, à faire des choses selon ce que je pense. Je me marierai probablement très bientôt, mais pour le moment je ne le suis pas encore. C'est un fils et je suis célibataire. Non, célibataire non. Faut pas, c'est quoi ton modèle de femme? Qu'est-ce que tu recherches? Non, je ne recherche plus vu que j'ai l'impression qu'elle est déjà là. Ouais. Il s'agit juste
Ouais, elle est déjà là, donc je recherche. Généralement, quand on est de l'Ouest, on a la pression de la famille à cet âge. 30 ans déjà, il faut se marier. La pression, elle est loin? C'est vrai, quand on est de l'Ouest, comme vous dites, là, on a peut-être la pression de la famille et tout, mais l'homme reste le maître de son destin, le capitaine de son âme. Personne ne me mettrait la pression de faire quoi que ce soit. Comme j'ai dit, j'ai toujours fait les choses telles que je les vois, à mon temps. Je ne fais pas les choses parce qu'une pression m'a été mise ou bien une pression m'a été imposée de qui que ce soit. Je fais les choses selon ma vision, selon mes principes à moi. Elle est camerounaise? Tout à fait. Voilà. Ouais. Et tu as passé beaucoup de temps seul quand tu as immigré. Est-ce qu'il t'arrivait de cuisiner? Tu sais faire ça? Oh, ouais, moi je suis un cordon bleu. Je suis un très grand cuisinier. J'ai aucun étudiant, aucun Camerounais étudiant en Allemagne ne vous dira qu'il n'a pas cuisiné. Moi, j'ai beaucoup appris du temps où j'étais en Allemagne. Je regardais les vidéos sur YouTube et tout. Parfois, quand c'était compliqué, j'appelais soit ma soeur, soit parfois ma mère, ou bien ma copine de l'époque. Que voilà, on fait ça comment, on met quoi, on fait ci. Et c'est comme ça aujourd'hui, je cuisine mais très bien, sans vouloir me vanter. Quels sont tes rapports avec le monde des réseaux sociaux? Tu es présent, à présent, tu regardes ça comment? Honnêtement, je suis présent, c'est trop dire. Bon, à part WhatsApp, ou avec qui tu es en communion avec, ou bien en communication avec tous tes amis, tes proches. Facebook, j'ai un Facebook, naturellement. Tu n'es pas très réactif. Ou je ne suis pas trop actif, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je ne suis pas trop actif. J'ai un compte Instagram où je suis également, j'y suis, mais pas trop actif. Je suis une personne un peu trop discrète, un peu trop effacée. Alors même mon compte Instagram, il n'est pas géré directement par moi. C'est vrai que j'y ai accès, je m'y connecte de temps en temps, je vois les messages et tout, mais il n'est pas géré directement par moi. Et même mon compte Facebook également. J'ai des comptes Facebook privés et tout, même Instagram, mais je suis pas trop réseaux sociaux. Je suis effacé. Mon Facebook privé que j'ai, c'est juste pour les informations et tout ça. J'ai pas d'amis. Je suis l'actualité camerounaise, que ce soit sportif ou politique. Est-ce que tu parles comme toi à penser à des investissements dans le domaine de l'agriculture, par exemple, pour faire différent? Ouais. Honnêtement, ouais. Je crois que c'est même le terrain à Douala d'ailleurs. Vous en savez un peu plus sur moi. Honnêtement, je crois que l'agriculture c'est un domaine très porteur. Il n'est pas assez valorisé au Cameroun, si je peux le dire, ou bien en Afrique, disons ça comme ça. Mais il est temps que les Camerounais ou bien les Africains sachent que l'agriculture ou bien le développement de l'Afrique passera par l'agriculture. Nous avons des terres, nous avons tout ce qu'il nous faut pour se développer dans ce domaine-là que nous vivons, cette misère que nous vivons encore aujourd'hui. Alors, on va sortir par là. Jean-Michel Aulas ne dit pas 3 mots avant de dire Michael Ngandengandui. Ça vous dit quoi? Non, honnêtement, ça, je l'apprends de vous. Je ne suis pas au courant de cela. Moi, bon, comme nombreux d'entre vous, certainement, j'ai également appris cette rumeur-là, je vais l'appeler comme ça, cette rumeur-là dans les... Que l'Olympique Lyonnais s'intéresserait à moi. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux, dans la presse et tout ça. Je ne suis au courant de rien, parce qu'il faut que je le précise ici. Je ne suis au courant de rien. Soit mes agents préfèrent me laisser profiter de mes vacances, ou alors eux également ne sont au courant de rien. Mais j'ai eu une information selon laquelle l'Olympique Lyonnais se serait rapproché de mon club, ça c'est vrai. Mais des contacts avec mon agent, je ne pense pas. Comme je dis, je suis au courant de rien. On sera ravis. Espérons. Allez, merci Michael. Oh. Ici,